Bonjour à toutes et tous, j'ai réussi à me connecter. Bonjour Marine. Bonjour Enchantée. Marine, bonjour à Bonjour. toutes et celles et à tous ceux qui sont en train de se connecter. Nous allons attendre de 3 minutes avant de lancer ce webinaire. Les connexions se font. Bonjour aux nouvelles arrivantes et aux nouveaux arrivants. Nous commencerons ce webinaire dans 2-3 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire de Tétu Connect qui a pour thème aujourd'hui « Elles sont peu visibles et pourquoi ?» Ce thème de la visibilité des femmes et plus spécifiquement des femmes lesbiennes dans le monde du travail et associatif est important à développer aujourd'hui. Alors je vous le dis dès l'entrée de jeu et je vous rappellerai, réagissez, posez vos questions, passez-les via le chat. Nos invités essaieront d'y répondre au fil de la conversation. Et pour tout de suite désamorcer le sujet, ne soyez pas étonnés si c'est un homme cis, senior et caucasien qui vous présente ce thème. Je me ferai tout petit et je laisserai la parole à nos 4 invités EES. Alors, je vous propose de faire un tour d'écran de ces femmes engagées et inspirantes qui vont nous partager leur vision de cette invisibilité des lesbiennes. Il y a autour de l'écran, et elle fera un petit coucou, Marine Arcol, qui est spécialiste des solutions de mesure et attribution chez Google, lead du réseau LGBT+ de Google France, et qui a été nommée rôle modèle 2020 de notre cercle dans la catégorie LGBT+ Leaders. Bonjour Marine. Bonjour à Il y a Catherine Michaud, qui est responsable d'une équipe de chargée de relations clients en banque privée chez BNP Paribas, qui est cofondatrice et co-animatrice du réseau BNP Paribas Pride France, réseau LGBT+ et alliés, et qui a été également rôle modèle 2020 de notre cercle dans la même catégorie LGBT+ Leaders. Il y a autour de vos écrans Caroline Mécari, rôle modèle 2019 de notre cercle dans la catégorie LGBT Leaders, avocate au barreau de Paris et du Québec. Et enfin, Elisabeth Richard, qui est directrice de la coordination et de l'animation des réseaux chez Engie et en charge du réseau des femmes
dans le groupe. Bonjour. Bonjour à toutes les quatre, mesdames. Merci de nous partager votre vision. Merci pour votre participation. Alors, avant de poser la première question, je voudrais, comme à mon habitude, partager 3 chiffres qui sont éloquents. 50, 10 et 1. 50, c'est 50% de la planète est féminine. 10, c'est 10% de la population mondiale est réputée être LGBT+. 1, parmi l'acronyme LGBT+, donc vous déclinez toutes les lettres qu'il y a derrière le plus, une et une seule lettre n'est pas féminine. C'est le G des gays, qui sont les garçons homosexuels. Dans toutes les autres lettres, vous avez des femmes. Alors, ma première question, elle va être toute simple. Je vais peut-être la laisser à Elisabeth en termes de réponse. Pourquoi, d'une façon générale, avant de parler de façon plus précise des lesbiennes, pourquoi les femmes sont si peu visibles à la tête de nos organisations, quels que soient les modèles de ces organisations? Merci Nicolas. Oui, bonjour. Alors Nicolas, moi j'ai une question. Il y a combien de femmes à la tête du CAC 40? Une. Ah, bah, Elle est j'allais en féminine, mettre moins. ça tombe bien, mais ouais, une. Sinon, il n'y en a pas. En fait, il y a un problème de rôle modèle. On n'a pas de femmes. Donc, comment voulez-vous que les femmes ensuite, ou les hommes, puissent dire, tiens, il y a un tel dans notre vivier? Effectivement, comme il n'y en a pas, on reproduit les schémas. Et puis nous, les femmes, c'est très caricatural ce que je vais vous dire, mais c'est réel dans nos entreprises, c'est que quand on travaille bien. Donc, on a un bon point. Puis au bout de 10 bons points, on aura une image. Et puis au bout de 10 images, on a un livre et puis on espère un joli poste. Quand on a le poste, on ne va pas forcément en plus négocier un salaire. Donc, on est véritablement de trop bonnes élèves où on ne réclame pas, on ne demande pas et on ne se met pas en visibilité. On pense qu'en travaillant bien, ça suffit et qu'on sera visible par notre travail. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on renverse. Il faut renverser la vapeur. Que ce soit les femmes de réseau de femmes, que ce soit les femmes de réseau LGBT, il faut qu'on renverse la vapeur et qu'on ait des rôles modèles et qu'on montre qu'on a un savoir-faire, qu'on est professionnel et qu'on peut tout à fait être leader dans une entreprise, dans un service, peu importe, dans une communauté, mais être leader. Et je crois qu'on manque de rôle modèle. Ça, c'est un vrai sujet. Merci Elisabeth pour ce premier éclairage. Alors, on va descendre le focus sur les femmes lesbiennes. Je rappelle, comme à mon habitude, que 100% des lesbiennes sont avant tout des femmes. Alors, je tourne vers Catherine. Pourquoi on a si peu de femmes visibles et de femmes lesbiennes visibles, même à la tête des organisations promouvant les évolutions sociétales? Les réseaux d'entreprises, les réseaux LGBT+, les associations ont une très faible représentativité des femmes. Tout à fait. Tu as raison de le souligner. D'ailleurs, chez BNP Paribas Pride France, c'était quelque chose sur lequel très rapidement on a insisté, c'est d'avoir une co-animation mixte. Mais c'est vrai que ça ne se fait pas partout. C'est pareil dans le tissu associatif. Moi, par ailleurs, l'association que je préside, je suis la première femme présidente de cette association. Auparavant, elle n'avait toujours été présidée que par des hommes. Et j'y vois deux grands points. Je crois que déjà, il y a un problème de posture de base par l'éducation et les traditions, finalement, les mauvaises traditions de la société, où peut-être, en tout cas, on veut garder aussi cette culture de papa travaille, papa a les responsabilités, papa gagne plus que maman et maman a un rôle à la fois de mère de famille et de tenir la maison, mais moins de femmes qui travaillent et qui va aller chercher les responsabilités et tout cela. Et derrière, je pense aussi qu'il y a nos propres peurs, nos propres craintes, les propres barrières que nous, femmes, nous nous mettons, et ça va dans le prolongement de ce que disait Elisabeth auparavant. C'est qu'une femme, souvent aussi, va avoir la crainte de « est-ce que je vais être à la hauteur ?» Là où un homme, lui, va se dire « je prends le poste, tout court ».
voire même comment ça, je n'ai que ça dans mon périmètre. Une femme, elle va se demander si elle a les compétences pour faire, donc ça rentre dans les propres barrières. Et puis, là où souvent, parce qu'in fine, derrière, il y a aussi la notion de pouvoir, malheureusement, force est de constater que là où il y a la notion de pouvoir, on retrouve aussi souvent la notion de sexisme ordinaire, et Oui. que la femme lesbienne, là aussi, a, on va dire, pas forcément envie, déjà, une fois qu'elle sait coltiner les réflexions sexistes qu'on connaît bien, de se coltiner en plus des réflexions lesbophobes, une fois, enfin, si elles se outent. Je pense qu'il y a ça. Il y a à la fois le côté culture, éducation en premier axe, et le deuxième propre axe, nos propres barrières, pardon, nos propres freins en tant que femme lesbienne. Et pour certaines, je pense aussi que il y a cette volonté de ne pas subir la double peine du sexisme et de la lesbophobie, et est-ce que après ça va pas aussi me freiner dans ma carrière? Est-ce que ça aura des conséquences? Est-ce que demain, si on me refuse un poste, est-ce que ce sera réellement parce que on me voyait pas à ce poste, ou est-ce que c'est parce que je suis une femme et en plus lesbienne? Merci Catherine. Alors, je vais continuer à creuser un peu le sujet avec vous. On a parlé des femmes, de l'invisibilité ou de la non-accessibilité des femmes et des femmes lesbiennes à la tête des différentes organisations, des différents modèles d'organisation. Alors, pourquoi encore plus pour les femmes que pour les hommes? Parce qu'il y a une vraie différence de traitement et de visibilité dans la matière. Pourquoi l'entrée dans la vie active est souvent synonyme de tiens, je rentre dans la vie active, mais je vais donc taire les aspects de ma vie personnelle qui ne sont pas hétérocentrés. Et allez, première personne à qui je vais poser la question, peut-être Marine. Très bien, merci Nicolas. Et merci de me recevoir aujourd'hui parmi tous ces belles personnes. Pour moi, un premier élément de réponse, c'est l'aspect culturel, parce que ça peut paraître un peu facile et évident. Mais je pense qu'en France, on a plus tendance que dans d'autres pays à séparer la vie personnelle et professionnelle. On pense même aux femmes et aux hommes politiques. Je pense qu'en France, avant, peut-être le couple François Hollande et Julie Gaillet, on entendait peu parler, même si c'était déjà arrivé, de la vie personnelle de nos hommes et de nos femmes politiques. Donc je pense qu'il y a vraiment ce premier élément qui est culturel. Et le deuxième élément de réponse, pour moi, auquel je crois encore plus, c'est qu'on pense que dans la vie active, les enjeux ne vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que dans le cas du coming out, par exemple, on se pose la question de révéler sa vie personnelle, mais pas seulement dans le cadre de la vie active, mais même au moment des études supérieures, dès qu'on change de groupe de personnes qui nous entourent. Et cette peur et cette envie de cacher sa vie personnelle, elle existe déjà, mais la différence avec la vie active, c'est qu'on se dit que si l'hostilité, elle se révèle, les conséquences pour soi, elles vont exister sur le long terme. Dans le cadre des études supérieures, ça dure un temps, et faire son coming out n'empêchera pas forcément d'avoir des amis, d'avoir son diplôme, etc. En revanche, je pense que dans la vie active, c'est plus sur le long terme. On est dans une boîte, dans une industrie, on peut recroiser certains collègues pendant des dizaines d'années, et ça peut nous porter préjudice pour un job, une promotion, l'avancée d'un projet, etc. Et enfin, la dernière chose que je voulais partager, c'était que je pense qu'il ne faut pas non plus limiter ça qu'à Paris et aux classes CSP+, parce que la notion de cacher sa vie personnelle, elle est vraie où qu'on soit et où qu'on vive, mais elle va être un peu différente selon la boîte, le milieu social, le milieu géographique dans lequel on travaille. Par exemple, si je travaille dans une toute petite ville dans laquelle je croise tout le temps mes collègues lorsque je me balade avec mon conjoint, ou ma conjointe en l'occurrence, le fait est que cacher sa vie personnelle, ça va être quelque chose de plus compliqué. Merci Marine. Alors je vais profiter d'avoir un panel générationnel et donc d'expériences différentes autour des écrans, avec la même question que donc pourquoi cacher sa vie personnelle quand on rentre dans la vie active, avec un regard plus expérimenté. Caroline. Écoute, d'abord bonjour à tous. Tu me poses la question à moi qui suis avocate, c'est-à-dire profession indépendante et libérale, qui n'est pas d'employeur. C'est moi mon propre employeur et éventuellement ce sont mes clients. Donc
si je parle de ma propre expérience, moi, je n'ai jamais caché ce que j'étais. Voilà. Les gens s'en sont emparés, etc. C'est autre chose. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment une évolution malgré tout, même si les choses peuvent être encore difficiles. Sur la question de l'invisibilité des femmes, on voit bien que c'est quelque chose qui s'inscrit dans une historique, une histoire qui est multi-séculaire, qui dure depuis des siècles et des siècles. Et au sein de cette invisibilité des femmes, qui est liée à la place qu'on leur accorde dans le rapport de domination entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire, si je fais très très simple et très très court, je reprends Françoise Héritier qui nous explique que les hommes ne pouvant pas enfanter ont décidé de contrôler l'enfantement et donc d'exercer à l'égard des femmes une espèce de contrôle et de les cantonner à cette fonction. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment, ça fait des millénaires que c'est comme ça. Et les seuls moments de rupture, quand on regarde historiquement, où des femmes ont pu émerger, ont pu occuper d'autres places et être visibles autrement, ça a toujours été des moments de crise, que ce soit la Révolution française, que ce soit la Commune de Paris en 1870, que ce soit la Première Guerre mondiale, où les femmes se sont mises à travailler pour remplacer tous ces hommes qui étaient au combat, ou la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a une problématique de l'invisibilisation ou l'invisibilité des femmes dans l'espace public qui est liée à l'histoire. Et dans cette invisibilité des femmes, de surcroît, il y a l'invisibilité des lesbiennes, qui est encore quelque chose de très fort. Pourquoi ? Parce que, si tu veux, quand tu dis que tu es homosexuelle, femme, tout de suite, ça renvoie à la sexualité. D'abord, il faut rappeler quand même que l'homosexualité, c'était pénalisé jusqu'en 82, qu'il va falloir attendre 1999 pour avoir le Pacs, puis 2013 pour avoir le mariage, c'est-à-dire une certaine forme de légitimité dans l'ordre judiciaire et juridique, qui est extrêmement importante pour banaliser le fait d'être lesbienne, gay, trans, etc. Mais donc, ça ne se change pas en une seconde. Ça ne se change même pas en 10 ans, ni en 15, ni en 20 ans, alors qu'on a fait en France énormément de progrès. Et donc, pour répondre à ta question, sur l'entrée dans le monde professionnel, c'est lié vraiment aux préjugés que l'on peut avoir à l'égard des personnes LGBT, quand on ne les connaît pas. Mais il y a du progrès quand même. Quand vous avez des séries comme Plus belle la vie, qui font de personnages homosexuels des héros, ou que vous avez Elward, enfin, que dans la culture populaire, on voit apparaître des personnages homosexuels, je dis homosexuels au sens générique du terme, c'est-à-dire une personne qui aime une personne du même sexe, ça modifie le regard, et ça devrait aboutir à ce que il soit moins compliqué d'assumer ce qu'on est. Moi, j'ai plutôt l'impression que les jeunes femmes et les jeunes hommes aujourd'hui qui sont homosexuels, c'est pas qu'ils l'assument mieux, mais c'est qu'ils ont grandi dans une société où il n'y avait pas la chape de plomb dans laquelle, j'allais dire, moi j'ai grandi, ou Jean-Luc Romero ont grandi, ou encore nos aînés avant nous ont grandi, c'est-à-dire un monde où tu pouvais te faire embarquer dans une boîte de nuit parce que tes pratiques sexuelles sont considérées comme étant déviantes et pénalisées. Donc, il y a une évolution, mais je demeure frappée en effet par l'invisibilité des femmes en général et des lesbiennes en particulier. Et chaque fois, il faut se battre partout. C'est un combat incessant. Et faire un webinaire comme celui d'aujourd'hui fait partie du combat, et le travail que chacune d'entre nous faisons dans nos champs professionnels respectifs fait aussi partie du combat. C'est-à-dire qu'on montre ce qu'on est et ce qu'on peut faire. Évidemment, on n'est pas suffisamment nombreuses, mais on va le devenir. Ok, merci Caroline. Alors, je vais continuer ce petit tour de table avec une troisième intervenante et sur la même question, parce que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir non seulement un panel de femmes inspirantes, mais aussi un panel d'horizons professionnels différents. Nous avons Marine qui a pris la parole, qui est dans une entreprise anglo-saxonne, de culture anglo-saxonne implantée en France. Caroline qui est indépendante et sa propre patronne. Et enfin, Catherine qui était dans une entreprise française implantée à l'international. Et donc, justement, pourquoi cacher ce que l'on est lorsqu'on entre dans la vie active ? Quel est ton regard ou ton retour d'expérience en ouvrant ton micro, s'il te plaît ? J'imagine que la question était pour moi. Oui.
Je crois d'ailleurs que Tétu avait publié une étude qui montrait que les jeunes diplômés, très souvent, retournaient dans le placard une fois le diplôme obtenu et l'entrée et l'arrivée dans le monde du travail. Pourquoi? Mais écoute, là, je vais même pouvoir te faire un témoignage personnel puisque c'est moi-même l'erreur que j'ai commise il y a maintenant un peu plus de 12 ans en arrivant chez BNP Paribas. Et j'ai bien dit l'erreur que j'ai commise parce que, oui, avec le recul, c'était une erreur. Mais quel a été à l'époque mon raisonnement? Déjà, je suis arrivée dans une entreprise où on peut se dire que la banque va être un milieu plutôt conservateur, traditionnel, quoi, voire même traditionnaliste. Donc là encore, tu te mets tes propres barrières. Et puis surtout, tu te dis est-ce que je vais valider ma période d'essai? Quid des rumeurs? Est-ce que je vais être intégrée, jugée sur mon travail, sur ce que je fais, sur mes performances individuelles et collectives, ou est-ce que je vais l'être sur finalement ma vie privée. Et oui, avec le recul, c'était une erreur. En tout cas, s'il y a parmi les personnes qui nous regardent et nous écoutent des jeunes diplômés, moi je vous invite à en sortir du placard au bureau. Être soi-même au travail, c'est vraiment essentiel et fondamental. Et c'est surtout une source de bien-être et derrière, c'est une source aussi de performance parce que toute l'énergie qu'on met à faire le matin au café, des tournures de phrases, enfin c'est invraisemblable ou pareil si on est amené à prendre un appel perso, enfin ça peut je pense parfois devenir un peu invraisemblable. Vous sortez du placard, vous n'en serez que plus heureux et plus épanoui aussi sur le lieu de travail et in fine, aussi plus efficace. Merci Catherine. Alors, je vais revenir vers vous avec cet autre angle d'attaque. Là, on a beaucoup parlé des freins que se posent les femmes ou les femmes lesbiennes en fonction du contexte ou de la perception du contexte qu'elles ont. Alors, plutôt que de revenir sur les freins, alors sans pour autant les occulter, hein, les freins sont là, ils existent et on ne peut pas les nier. Et les hommes, avec un petit h, ne sont pas innocents dans la création de ces freins. Quels sont aujourd'hui les atouts de la visibilité? Je suis une femme, visible. Je suis lesbienne, visible. Je suis jeune, visible. J'ai une ambition professionnelle, visible. J'ai peut-être d'autres projets que je souhaite rendre visibles ou que je souhaite ne pas cacher. Marine, quel est ton regard sur cette situation? J'aime beaucoup que tu me poses cette question et surtout j'aime beaucoup utiliser le mot atout de la visibilité parce qu'effectivement, enfin, moi je l'ai toujours vécu comme ça, mes différentes identités, je les ai toujours vécues de cette manière-là. Parce que j'ai toujours eu la chance de pouvoir être visible à la fois dans ma première boîte et aujourd'hui chez Google. Et moi, j'ai même en général, j'en parle en entretien d'embauche parce que je préfère que les gens soient au courant et je préfère ne pas travailler pour une boîte ou dans une équipe dans lesquelles, ou avec lesquelles ça pourrait poser problème. Donc, vraiment, vis-à-vis de moi, l'atout principal, Catherine t'en a parlé à l'instant, mais c'est me libérer d'une charge mentale et d'éviter la dissimulation, ne pas avoir à faire attention aux prénoms que j'utilise, aux pronoms que j'utilise lorsque je raconte mon week-end, lorsque je raconte l'organisation de mon mariage, etc. Et la deuxième chose, c'est également de créer des relations qui sont vraies, qui sont sincères, des relations de confiance avec mes collègues, justement lorsque je parle de ma vie personnelle, mais également dans le travail. Et le fait d'avoir cet esprit libre et de créer ce climat de confiance, ça me permet de m'épanouir professionnellement, moi, et d'être dans une notion de bien-être, Catherine, comme tu le disais, mais aussi d'être plus performante, de donner le meilleur de moi-même dans mon travail, dans mon environnement professionnel en général. Et je pense qu'en ce sens-là, on crée un cercle qui est vertueux. Il y a ces atouts-là qui sont vis-à-vis de moi, et je pense que l'atout de la visibilité, il est aussi pour les autres, parce que je pense qu'en étant visible, on aide aussi les autres à s'affirmer, à être elles-mêmes, à être fiers de leurs différentes identités. Je sais que lorsque je suis arrivée chez Google, il y a bientôt 3 ans, on était très peu de lesbiennes out, ça se comptait sur les doigts d'une main. Et aujourd'hui, on a peut-être multiplié par 5, je pense, le nombre de lesbiennes visibles. Je ne dis pas que c'est
que grâce à moi, parce que j'étais une des premières visibles, etc. Mais je pense qu'en tout cas, le fait que je sois visible a participé au fait que certaines autres femmes lesbiennes osent prendre la parole. Et c'est là que ça m'amène au concept de role modeling. Et Elisabeth t'en a parlé au début, mais moi, c'est un concept qui me tient beaucoup à cœur et qui a été en particulier développé dans le livre d'Alice Coffin, Le génie lesbien, pour ceux qui ne connaissent pas, que je recommande fortement. Ça peut paraître, je pense, pour certains, un peu prétentieux, un peu pompeux de dire « Ah, j'ai envie d'être le modèle, etc. » Et pour moi, voilà, il s'agit vraiment d'une personne qui peut représenter un tas d'identités différentes et ça peut avoir un vrai impact sur les autres, sur le fait que chacun puisse affirmer et vivre ces différentes identités. Moi, à titre d'exemple, un couple lesbien qui m'inspire beaucoup en ce moment et que j'aurais adoré connaître lorsque j'étais jeune, mais les outils numériques n'existaient pas de la même manière, c'est la chanteuse Angèle et sa compagne Marie Papillon qui postent énormément et je trouve qu'ils sont un super exemple pour les jeunes générations. Et je pense que le role modeling en entreprise, il se fait à différents niveaux. Il y a d'abord l'entreprise en tant qu'entité qui doit assurer l'égalité des femmes et de toutes les femmes, qu'elles soient lesbiennes, qu'elles soient noires, qu'elles soient handicapées et toutes les autres intersectionnalités auxquelles on peut penser. Et surtout, il ne suffit pas pour une entreprise de décréter cette égalité, mais bien de la créer et de maintenir l'atmosphère qui englobe cette égalité. Ensuite et surtout, d'après moi, c'est également au niveau des individus qu'on peut role modeler. On pense d'abord au manager, parce que c'est sa responsabilité de créer ce climat de bienveillance et d'inclusion au sein de ses équipes. Mais enfin et surtout, je pense que c'est l'individu au sens large, manager ou pas. On pense souvent que pour role modeler, il faut avoir 15 ans d'expérience, avoir passé un certain niveau de seniorité et avoir prouvé des choses. Et moi, je pense que c'est faux. Et que même une jeune fille de 14-15 ans peut role modeler pour toutes les générations. On pense par exemple à Greta Thunberg sur une autre thématique, mais je pense que c'est quelqu'un qui est admirable également. Et moi, pour ma part, j'ai jamais eu à m'affirmer, j'ai jamais eu à me battre vis-à-vis de mon homosexualité. Et je pense que ma réalité, elle est peut-être plus propre à ma génération. Et encore, on me disait tout à l'heure, mais loin d'être vrai pour tout le monde. Et il y a encore énormément de choses à faire pour toutes les femmes et pour les lesbiennes. Et puis deux, elle est le fruit d'autres générations, d'un combat de plusieurs générations avant la mienne. Et je pense qu'on a tous la responsabilité de respecter ça et surtout de le préserver dans l'avenir. Merci Marine. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre une question qu'on a sur le chat et après, je donnerai la parole à un invité. La question, je vais la poser à deux interlocutrices différentes. D'abord à Elisabeth et ensuite à Catherine. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les entreprises pour donner opérationnellement, pour faire en sorte que les femmes soient plus visibles et les lesbiennes plus visibles sur les réseaux d'entreprises. Je pense à Friends chez Engie ou à Pride chez BNP Paribas. Elisabeth en 45 secondes et Catherine en 30 secondes. Avec ton micro, Elisabeth, s'il te plaît. Alors, en 45 secondes, non, effectivement, en fait, moi, j'ai la théorie suivante, c'est on est plus fort ensemble. Donc, plus on est nombreux ou nombreuses, mieux c'est. Et donc, en fait, moi, je suis à l'origine, avec Patrick Petit-Belleville, j'ai créé un réseau de femmes il y a une douzaine d'années, qui est aujourd'hui un vrai levier de transformation et d'accompagnement dans l'entreprise auprès des managers. Donc, ça les pousse. Et puis, effectivement, toute la communauté gay, qui était toute petite chez Engie, enfin, visiblement en out, était trop petite et n'arrivait pas à s'en sortir. Donc, ils ont fait appel à moi. Et moi, j'ai vraiment porté le drapeau pour eux, pour leur expliquer combien c'était important, finalement, de se calquer sur ce qu'on avait fait pour les femmes. Et parce qu'en fait, les femmes, elles portent aussi la communauté LGBT. Et ça, c'est génial. Du coup, moi, j'avais très, très peu de femmes lesbiennes chez Engie. On est un groupe, n'oublions pas, on est un groupe industriel. C'est super compliqué pour elles. C'est la double peine, c'est la double discrimination. Même si on fait ce qu'il faut et qu'on dit qu'on n'est pas discriminant, pour autant, dès qu'elles sont out, c'est plus compliqué quand vous êtes en maintenance, sur de l'opérationnel, dans du tertiaire, sur le terrain, dans les solutions et tout, c'est vraiment compliqué pour nos femmes. C'est compliqué pour nos hommes gays, mais pour nos homosexuels, mais pour nos femmes aussi. Et c'est d'autant plus difficile.
Le fait d'avoir un réseau de femmes et d'embarquer mon réseau Friends avec, on est beaucoup plus fort. Et ça, c'est important. Je voulais juste, Nicolas, revenir sur une chose. Il y a un atout qui va faire changer les choses. Ça, j'en suis certaine, et qui fait bouger les lignes. C'est le Covid. Vous allez me dire, mais ça va pas bien, Elisabeth, le Covid. Le Covid, c'est quoi? C'est beaucoup de télétravail. Donc, on est tous confinés, OK? On est tous confinés, on est tous en télétravail, en Zoom chez nous. Et chez nous, c'est notre environnement personnel. Et là, on est obligé de l'ouvrir, notre environnement personnel. Notre mari, notre femme, nos enfants, pas nos enfants, nos parents, peu importe. On l'ouvre, notre environnement. Et là, ça force aussi la sortie des choses. Pour plein de choses. Et ça fait émerger. Et ça, c'est bien. Ça va accélérer. Ça va être un formidable accélérateur du changement. Un accélérateur pour arrêter les violences faites aux femmes, parce que là, c'est plus possible. Un accélérateur pour arrêter de cacher notre vie privée. Et quoi? On a le droit d'être qui on est pour l'équité absolue. Et ça va forcer les entreprises à encore plus ouvrir les choses. Merci, Elisabeth. Alors, je vais te laisser compléter la réponse, Catherine, en lisant une autre interrogation qui est arrivée sur le chat. Je suis co-leader d'un réseau LGBT+ dans une entreprise dans laquelle il n'y a en majuscule aucune lesbienne affirmée. Comment peut-on les aider à sortir du placard? Que fait-on opérationnellement pour que les femmes lesbiennes ou les femmes LGBT+, pour élargir, soient visibles? En tout cas, je peux vous faire un partage et un retour d'expérience de ce qu'on a pu faire chez BNP Paribas Pride France. Tu dois certainement t'en souvenir, Nicolas, lorsque nous avons cofondé Pride France, j'étais la seule lesbienne au sein du bureau. Les années passant, quelques autres nous ont rejoints. Et force est de constater que différents événements que nous organisions, il y avait toujours très peu, voire aucune autre femme lesbienne en dehors des 3 lesbiennes du bureau. Donc à un moment donné, on a fait ce constat et en se disant que de toute façon, on n'était pas que 3 lesbiennes chez BNP Paribas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je te vois rire, Caroline. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on leur parle mieux, comment on leur tend la main et en tout cas, comment on leur donne envie de pousser la porte de Pride France. Et à travers ce raisonnement, eh bien, tout simplement, en fait, on a commencé à proposer des événements dédiés, dédiés aux femmes lesbiennes. Alors, pour le moment, on est parti sur un axe plutôt culturel. Par exemple, on a fait une soirée avec Constance Debré autour de son livre. On avait fait aussi une soirée théâtre avec la version lesbienne d'Anna Karénine et après une rencontre avec les actrices et acteurs. Voilà, ou là, par exemple, à l'occasion du 8 mars également, on va faire en visio aussi une rencontre avec une artiste qui joue une pièce de mémoire aux funambules qui s'appelle La folle et inconvenante histoire des femmes et qui traite aussi de l'évolution des droits des femmes et des lesbiennes. Voilà, donc moi je vous invite, c'est pas forcément la solution parfaite, la recette miracle, mais en tout cas, à un moment donné, si on n'arrive pas à faire venir nos clients, c'est que ce qu'on leur propose, c'est que le produit n'est pas adapté. Donc, tout simplement, essayer de mieux leur parler, plus leur parler et avec des choses dédiées pour les femmes et ça peut déjà être une première solution. Enfin, nous, en tout cas, on voit la différence. Et de laisser s'exprimer la parole des lesbiennes pour qu'elles parlent aux lesbiennes, parce que c'est un territoire qu'elles connaissent mieux que les gays, vis-à-vis des lesbiennes, en précisant. Alors, ce que je vous propose, nous sommes à peu près à mi-parcours de ce webinaire, c'est d'introduire une voix masculine, en plus de la mienne, dans cet échange. Alors, quelqu'un a fait un titre d'un film à partir de cette citation de Groucho Marx, l'homme est une femme comme les autres, qui est à l'origine une citation de Groucho Marx. Donc, c'est un film qui a eu lieu dans les années 90. Alors, ce que je vous propose, c'est de dire, comme l'homme est une femme comme les autres, on va lui donner la parole. Cet homme, il a cette situation particulière de centrer l'ensemble de ses actions, de ses engagements
sur l'accompagnement des organisations à plus de présence décisionnaire féminine et sur l'accompagnement des femmes à plus facilement ou à mieux accéder aux organisations, aux instances de décision. Alors, j'espère que la technique va suivre. François Devazière, qui nous suit depuis le départ, est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Mais bien sûr, voilà. Oh là là, c'est merveilleux. La technique arrive. Bonjour François. Oups, qu'est-ce qui se passe? Bonjour François, nous entends-tu? Ouais, je vous entends. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Alors François, quel levier pouvons-nous mettre en place dans le monde du travail et dans toutes les organisations, qu'elles soient syndicales, politiques, associatives, pour que les femmes, et les femmes lesbiennes, accèdent aux plus hautes responsabilités de façon visible? Bon, merci de m'inviter déjà, et j'espère que vous m'acceptez en tant que mec dans votre groupe. Je rebondis quand tu avais fait ton 50-10-1, effectivement, tu disais il n'y a pas de G dans ce groupe. Bon, bah, si je peux être le G, le gay du coin, le mec du coin que vous avez invité très volontiers. Et effectivement, comme tu le dis, moi, pendant 20 ans, j'ai dû ouvrir pas mal de boîtes en entreprise, 20-30 ans, même dans les deux grosses boîtes dans lesquelles j'ai bossé, dans le conseil et dans leader mondial des cosmétiques, pour ne pas citer le nom. Et je me suis senti très proche de ce que vous témoignez en termes de coming out, en termes d'ouverture de porte, en termes de rôle modèle, et puis qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans des instances dirigeantes. Je suis complètement habité de ce que disait Elisabeth tout à l'heure, qu'il faut être tous ensemble pour avancer sur ces sujets-là. Et effectivement, moi, depuis 5 ans, je suis sur cette mission qu'on se donne d'élargir ce qu'il y a à la tête de nos entreprises, non seulement dans les chiffres, mais aussi dans les formes. C'est-à-dire que dans ce monde qui change, qui questionne sur plein de trucs, on peut se dire que le modèle macho, normé, autoritaire du XXe siècle ne marchera plus. Donc on a besoin de diversité, on a besoin de faire avancer des nouveaux types, des nouveaux questionnements dans le leadership, et par définition faire arriver davantage de diversité, davantage de femmes en général. Elisabeth était généreuse quand elle disait qu'il y avait une femme à la tête d'une boîte du CAC 40. Pour moi, il y en a 0 parce qu'effectivement, Catherine n'est pas encore, je pense, Elisabeth, sous ton contrôle, présidente, directrice générale. Donc, pour moi, il y a 0 femme PDG d'une boîte du CAC 40. Elle est exécutive. Ah, elle est exécutive. Générale exécutive. Elle est CEO. On prend mais un sur 40. Gouvernance dissociée, mais elle est directrice générale. Hein. C'est elle qui est l'exécutive. Ouais. Le SBF 120, il y a 6 femmes directrices générales sur 120, donc 5%. Bon, on dépasse le cadre des erreurs statistiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu me posais cette question et tu vas contrôler mon temps, Nicolas, parce que c'est vraiment un sujet de passion. Je contrôle. Je pense que d'abord, il faut hurler. Hurler, c'est inacceptable, et j'étais vraiment avec le statement de Caroline aussi, il faut se battre, c'est absolument inacceptable pour des questions de principe, pour des questions d'éthique, pour des questions de performance, d'élargissement des compétences, etc. Alors ensuite, je vais peut-être vous choquer parce que même si je suis français, j'ai surtout grandi dans les environnements anglo-saxons et latino-américains, je pense qu'il faut arrêter de réfléchir. C'est-à-dire que les Français vont toujours être bons pour réfléchir sur les questions, les pourquoi, les comment. Moi, je pense qu'on n'a plus le temps, il faut surtout agir. D'où ta question, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je pense, et vous allez vous retrouver dans certaines suggestions que vous avez faites, pour moi, il y a 3 choses à mettre en œuvre de façon simultanée. Premièrement, il faut que les directions générales se mobilisent sur le sujet, partout, que ce soit des hommes, des femmes, en s'engageant de façon visible sur la mixité. Pour les quelques femmes qui sont sur ces postes de direction, je suis totalement avec vous qu'il y a une importance à pouvoir être rôle modèle, à parler de leurs exemples, etc. Et il faut avoir cette exigence sur tous les métiers.
C'est-à-dire qu'une femme, elle n'est pas faite pour être DRH ou DIRCOM uniquement, c'est très bien, mais elle a le droit d'être aussi DG, patronne d'usine, etc. Donc, point numéro 1, engagement des directions, et sans ça, il ne se passe rien. Second truc, dans les grosses boîtes, je pense qu'il faut que les directions de ressources humaines et les systèmes se mettent en mouvement pour accompagner tout ça. Alors, c'est par des programmes de développement, c'est par un recrutement équilibré, c'est par l'égalité des salaires, c'est par une exigence sur les viviers de candidature, de succession qu'ils ont, du 50-50. Et puis, le troisième point, ça c'est un point sur lequel il faut qu'on se secoue tous, c'est les femmes elles-mêmes. Qu'elles se prennent en main. Il y a trop de poids, d'historique, etc., qui fait, et on le sait, que vous souffrez de syndrome d'imposture de façon beaucoup plus importante que les hommes. On le voit, hein, vous avez tous écouté les podcasts de Léa Salamé sur Femmes puissantes. Une femme a du mal à déclarer spontanément qu'elle est puissante. Dans les séminaires que j'anime, quand on demande à une audience de lever la main à ceux qui ont beaucoup d'ambition, une femme ne lève jamais la main sur « avez-vous beaucoup d'ambition ?» Ce mot dérange. Donc, il y a un moment, je pense qu'il faut accompagner, aider ces femmes à les aider à oser, à briser ces autocensures, à s'affirmer en ambition, même si c'est un gros mot pour beaucoup d'entre vous, en envie, en authenticité, et à le justifier, non, pas seulement de façon militante, mais de façon « j'ai aussi envie de participer dans ces premiers cercles », pour une valeur ajoutée de différence, c'est une différence qui va vous enrichir, nous enrichir tous ensemble. Donc, c'est un peu les 3 points sur lesquels je pense qu'il faut avancer et de façon coordonnée. Merci beaucoup, François. Merci pour ce regard différent et enrichissant. Mesdames, vous voulez compléter? Vous voulez réagir? Juste peut-être petit espoir quand même, parce que vous avez parlé des rôles modèles. Alors, moi, j'ai beaucoup de tristesse, alors, à l'exception peut-être de la direction générale d'Engie, hein, et l'arrivée très récente de Catherine McGregor, hein, c'est ça. Mais les rôles modèles, quand on en cherche, on les trouve quand même plus souvent dans les univers anglo-saxons. La PDG d'IBM, Ginny Rometty, Sheryl Sandberg qu'on connaît, etc. Si vous cherchez dans le monde LGBT, moi, je suis bluffé de façon positive de voir qu'un groupe de 9 milliards de dollars a mis une femme trans née en Algérie, Sounabi, à la tête de Coty. Et ça, c'est des trucs qu'il ne faut pas négliger. Il faut absolument donner de la visibilité à toutes ces personnes qui arrivent à la tête de grosses boîtes et qu'elles puissent partager leurs expériences, montrer qu'on peut rester soi-même, montrer qu'on peut être out dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de devenir un mec pour rentrer dans le premier cercle, et aider les plus jeunes générations à suivre et à accélérer le mouvement. Merci beaucoup, François. On va interrompre cette parenthèse masculine et revenir sur l'essentiel, que sont les dames, les femmes. Elisabeth, tu voulais réagir? Oui, je pense que je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit et rebondir là-dessus en disant que finalement, il ne faut pas hésiter à utiliser les leviers dans l'entreprise qui sont les leviers de la performance. Okay ? Les leviers de la performance, ils passent par la diversité des équipes. La performance des gens d'une équipe, c'est quand on est tous différents. Donc, faut être un peu cynique et utiliser ça pour justement diversifier nos équipes à tous les niveaux et au plus haut. Donc, véritablement, quel que soit le sexe, je veux dire les femmes, quelles qu'elles soient, hein, on est toutes différentes, on a le droit, comme tout le monde, on est performante, on est différente, on a un prisme différent des choses et on peut évoluer dans les entreprises à tous les niveaux. Donc, des rôles modèles. Je pense qu'effectivement, tu as raison, il ne faut pas se poser trop de questions. On se pose trop de questions en France par rapport au modèle anglo-saxon. Mais on se met trop de freins, nous, femmes, pour dire non, on ne va pas parler de moi, non, mais ce n'est pas moi, c'est l'équipe, mais non, ce n'est pas moi, c'est l'entreprise. Non, je pense que nos 2 femmes chez BNP, Google, c'est merveilleux. Il ne faut pas lâcher, il faut vraiment continuer à être des rôles modèles, mesdames, vraiment. On a besoin de vous.
Et il faut embarquer les copines et les copains qui embarquent ces femmes aussi. Je veux dire, plus on sera nombreuses, plus vous serez nombreuses, plus on sera derrière vous. Donc moi, c'est ce que je fais. Il faut vraiment mettre en valeur ces rôles. C'est essentiel pour faire changer et accélérer la donne. Là, on est sur un moment d'accélérateur. Il ne faut pas lâcher. Alors, on va y revenir juste après sur l'accélération et les évolutions positives de notre société. Et je vais rebondir sur le cynisme des leviers économiques avec les chiffres. Je les ai donnés, 50 et 10. 50% de la population est féminine, donc peut être reconnu et adressé avec les réseaux de femmes dans les entreprises. 10% de la population est réputée être LGBT. Donc, ce qui veut dire que 10% des femmes dans les réseaux de femmes sont potentiellement LGBT+. Quelle passerelle et quel traitement est-il fait de cette intersectionnalité dans les réseaux de femmes? Elisabeth, puisque tu coordonnes les réseaux et notamment le réseau de femmes chez Engie, les femmes sont d'abord femmes et lesbiennes et d'origines différentes et de cultures différentes. Aujourd'hui, on a un peu de mal, et c'est une question qui nous revient, qui est également dans le chat. Quelle passerelle existe-t-il entre les réseaux de femmes et les réseaux LGBT+, notamment sur leur axe LBT+? En fait, je pense que c'est exactement ce que disait notre interlocuteur juste avant. J'ai perdu ton prénom, pardonne-moi. François. François, merci. C'est exactement ce qu'il disait. En fait, on réfléchit trop. Moi, je préside le réseau des femmes. J'ai accompagné la création de Friends. Je ne me pose pas de questions. Les passerelles, je les crée directement. C'est l'équité. On accepte tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire dans l'entreprise? On est LGBT, on n'est pas... Non, non, non. On est tous égaux. OK? Et donc, on ouvre. Et donc, on ouvre au maximum. Donc, moi, je force les choses. Quand on ne veut pas, je les force. Non, non, le réseau des femmes, il est ouvert à toutes les femmes. Le réseau Friends and Allies, il est ouvert à tous les gays, enfin, toute la communauté LGBT et les amis qui veulent aider. Et évidemment, plus on est nombreux, plus on est en meute, mieux c'est. Il ne faut pas hésiter. C'est quand même, c'est une question d'égalité absolue. Il ne faut pas se poser trop de questions. Les passerelles dans l'entreprise, il ne faut pas se mettre des freins là où il y en a déjà. Il faut arrêter. On ne se met pas de frein, on pousse les murs. Ah, c'est pas un frein, mais c'est mon boulot de poser les questions. Donc, j'en pose des questions. Catherine, tu souhaites compléter cet échange? Non, juste pour reprendre tout à l'heure, tu parlais d'un titre d'un film qu'on pourrait décliner « Les lesbiennes sont des femmes comme les autres ». Je complète, je complète mon rôle de questionneur. Et on va y revenir puisqu'on a parlé des atouts, on a parlé du positif. On a la chance d'avoir un panel extrêmement, même si vous n'êtes que 4, mesdames, autour des écrans, diversifiés en termes d'expérience, de situation professionnelle, d'entrée dans la vie professionnelle. Alors, j'ai 2 questions. Je vais commencer par la première qui sera plus simple. Marine nous a cité tout à l'heure 2 de ses rôles modèles, donc Angèle et sa compagne. Est-ce qu'il y a 3 ans ou il y a 4 ans, tu as eu un rôle modèle qui t'a dit, où tu t'es dit, je me reconnais en elle et je souhaite avoir le même parcours par rapport à ton univers d'études et ton univers professionnel? Non, et c'était pour ça que j'évoquais justement ce couple. C'est que je pense que c'est la première fois depuis que je suis née que je me reconnais dans des gens que je ne connais pas personnellement, mais que je me reconnais quand même dans des femmes lesbiennes, ambitieuses, qui ont un projet de maternité, qui vivent leur couple tel que moi je peux vivre le mien, etc. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai 28 ans et ça aura mis 28 ans pour que j'ai ce type de rôle modèle. Et j'espère que ce ne sera pas le cas dans les années à venir pour les générations plus jeunes. Caroline, est-ce que tu as moi, j'ai 57 ans, donc quasiment le double. Hein.
Autant dire que quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'ai voulu devenir avocate notamment, il n'y avait pas de rôle modèle. Enfin, il y avait juste une femme un peu connue qui s'appelle Gisèle Halimi, dont je me disais, voilà, j'ai envie d'être comme elle, mais j'avais aucune idée de comment j'y parviendrais. Et donc, j'ai plutôt tendance à dire que de mon point, enfin, en tout cas dans mon parcours, il est marqué par une phrase du poète Antonio Machado qui dit Caminante, no hay camino. El camino se hace al andar. Ça veut dire tu marches, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Donc ça, c'était ma situation. Mais en revanche, j'ai été stupéfaite de découvrir, il y a une quinzaine d'années, une série comme Elward. J'aurais adoré avoir cette série 20 ans avant, en fait, pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc, bon, voilà. Après, ce qui est bien, c'est que comme notre société a changé, notre monde change. Aujourd'hui, la situation est quand même un peu différente. Et j'entends bien Marine qui dit finalement, il a fallu attendre 28 ans pour que que je puisse me reconnaître dans un couple de lesbiennes. Oui, c'est vrai, on aurait aimé que ce soit plus tôt, mais voilà, ça advient. C'était impensable il y a 30 ans. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'était impensable, en fait, ou très peu pensé, en tout cas. Donc voilà, on avance, et il y a énormément de leviers. Tous ceux que vous avez énoncés à cet égard est très important, et ça doit vraiment être mis en musique, comme vous le faites chacune, et François aussi de son côté. Donc voilà, on continue sur ce chemin, et il ne faut rien lâcher, absolument jamais. Alors, je vais aller sur l'entre-deux générationnel. Catherine, quel a été tes rôles, quels ont été ou quel a été ta rôle ou tes rôles modèles il y a un peu plus d'une décennie? Eh bien, sans hésiter, Amélie Mauresmo. Je crois qu'il faut déjà souligner le 99, courage, hein. la force dont elle a fait preuve à l'époque, quand elle a déclaré qu'elle était lesbienne. Elle en a pris, excusez-moi, je vais être familière, mais plein la gueule. Ça a vraiment été d'une violence incroyable, et ça l'a marquée. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, du coup, elle se refuse, elle en parle, elle ne reprend que très peu la parole, que ce soit d'ailleurs sur la visibilité lesbienne ou même, sur la PMA. Elle avait fait cette interview à France 2, très avec beaucoup de pudeur, mais sa parole était quand même, attendue et forte. C'était plutôt heureux. Mais on sentait quand même, qu'elle y allait sur la pointe des pieds. Mais je pense quand même, alors c'est à la fois, parce que, bah, je suis sportive, je fais du tennis effectivement, mais à l'époque, oui, c'est, pour moi, c'est un acte fort. C'est quelque chose qui m'a aidée aussi du coup à me construire, et puis Amélie Mauresmo a quelque part, même sans le vouloir, a été, ambassadrice, pour toute une génération, et plein d'autres. Et d'ailleurs, on voit bien que depuis, il n'y a pas eu beaucoup d'autres Amélie Mauresmo en France, hélas. Mais la France et le monde l'a vu «grandir» entre guillemets, l'a vu évoluer comme sportive, comme capitaine de l'équipe de France après, comme entraîneur, l'a vu évoluer aussi comme femme, comme maman, le plus simplement du monde. Voilà, et je trouve que c'est aussi Amélie Mauresmo en une seule et même personne, un multivecteur de beaucoup de messages complètement positif pour toutes les femmes. Ce n'est pas ma rôle modèle, mais je confirme que c'est une rôle modèle assez exceptionnelle. Petit rappel historique pour toutes les personnes qui n'étaient pas suffisamment grandes en 1999, donc à un temps, c'est au siècle dernier. Amélie Mauresmo était au début de son parcours professionnel et n'avait que 19 ans lorsqu'elle a fait un coming out mondial. Donc c'est d'autant plus remarquable. Je vais vous poser une question maintenant pour terminer cet échange qui est extrêmement riche, avant un mot de conclusion. C'est une question positive. Sur les 10, 20, 30 dernières années, quelles ont été les évolutions ou les avancées positives de notre société en termes de visibilité des femmes et de visibilité des lesbiennes?
Et n'en inventez pas. Donnez-nous, partagez des vraies visibilités, des vraies avancées depuis ces 30 dernières années. Donc de 1990 à aujourd'hui. Je vous laisse prendre la parole, celle d'entre vous qui souhaite y répondre. Ah, Elisabeth. Ah, Elisabeth a levé le doigt la première. Catherine, si tu veux parler, vas-y. Hein, je veux pas. Vas-y, j'irai après toi. Alors, plutôt sur la visibilité des femmes en général, pour moi, il y a une très grande avancée, évidemment, c'est la loi Copé-Zimmermann. La loi Copé-Zimmermann qui a imposé 60-40 d'un sexe ou d'un autre dans les conseils d'administration. Alors, ça reste élitiste, mais là encore, on est dans des rôles modèles. Je me souviens encore, parce que j'ai contribué à travailler sur cette loi, et je me souviens des patrons de l'époque qui disaient tous, mais n'importe quoi, on n'en a pas. Il n'y en a pas de femmes. C'est toujours les mêmes. On n'y arrivera jamais. 5 ans, donc il a fallu 5 ans pour que la loi soit mise en place. Aujourd'hui, on a plus de 45% de femmes dans les conseils d'administration. Et en plus, la force de ça, c'est que ça a ouvert, c'est-à-dire qu'on n'est pas resté dans l'entre-soi franco-français, c'est que les femmes, on est allé les chercher à l'extérieur de la France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie. Et là, du coup, on a changé de modèle. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, la place des femmes, le sujet des femmes, pour les lesbiennes, elles doivent s'embarquer là-dedans pour justement prendre le lead elles-mêmes. Il ne faut pas hésiter à comment dire, une lesbienne est une femme comme une autre. Tu l'as très très bien dit, c'est le titre de ce film et c'est vrai. Et en fait, il ne faut pas hésiter à prendre la force des réseaux de femmes pour s'embarquer là-dedans. Et d'ailleurs, c'est très très. On dit toujours que moi, je suis très très proche de tous ces réseaux féministes, lesbiens et tout, parce que tout ça, c'est lié. Le process de discrimination, le modus operandi est le même. Il ne faut pas hésiter. Et cette loi Copé-Zimmermann a vraiment vraiment bousculé les choses. Catherine, tu souhaitais également répondre à cette question et après, je voudrais bien entendre Marine, qui est la dernière arrivée sur ces 3 décennies et comment elle vit les choses. Au-delà des droits des femmes, je vais axer plutôt droit des lesbiennes, mais qui, Oui. in fine, tu le verras, sera plutôt droit des personnes LGBT. Caroline en a brièvement parlé tout à l'heure, elle a rappelé quelques dates importantes, mais finalement, si on regarde l'évolution de nos droits et libertés, j'insiste sur le côté liberté, c'est très récent finalement en France. C'est très très récent. Caroline a rappelé tout à l'heure, le Pacs, le mariage, bientôt, on l'espère, c'est une promesse aussi de longue date, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. J'ai bien dit toutes les femmes parce que là, pour le coup, ça ne concerne pas que les lesbiennes, on parle aussi des femmes célibataires, qu'importe leur orientation sexuelle. Mais on le voit en tout cas, l'évolution des droits et des libertés des femmes lesbiennes en France, ça reste très récent. C'est-à-dire finalement la reconnaissance de nos couples, de nos familles, que ce soit par le Pacs, que ce soit par le mariage, mais en tout cas de reconnaître déjà que 2 personnes de même sexe puissent faire famille finalement, c'est très récent, c'est trop récent. Alors après, peut-être que Caroline, maître Mécari pourra nous expliquer pourquoi. Peut-être que ton regard d'experte du droit de la famille, enfin, tu as peut-être que tu sens les raisons et peut-être aussi nous faire un. Tu étais l'avocate des premiers mariés de bègles. À l'époque, c'était illégal, rappelons-le, et c'était courageux ce que tu as fait à l'époque. Mais donc rappeler que tout cela est très récent, mais que c'est avant tout, je pense, c'est la reconnaissance de ce que nous sommes et que cette reconnaissance par la République, c'est quand même le b.a.-ba aussi pour notre visibilité, pour quelque part l'acceptation de la société. Enfin, si tant est qu'il y avait quelque chose à accepter ou d'attendre une acceptation. Mais en tout cas, dès lors que tu mets tout le monde sur le même pied d'accès aux droits et aux libertés, parce que moi, par exemple, je ne suis pas mariée, non pas parce que ça m'est interdit, mais parce qu'en l'état, on avait le choix, voilà, parce que c'est la liberté de pouvoir ne pas le faire. Mais en tout cas, dès lors que tu mets tout le monde sur le même pied d'égalité dans l'accès à ce droit, ça veut dire aussi que
la République, la société intègre tout le monde de la même manière. Tu n'es plus considéré comme un citoyen à part, comme un citoyen de seconde zone. Et c'est Merci Catherine. essentiel. Alors malheureusement, Caroline ne va pas avoir toute la latitude de temps pour répondre. Je voudrais également laisser la parole à Marine qui a bénéficié des avancées sociétales en arrivant dans la vie professionnelle. Et quel est ton regard justement sur ces points positifs qui aujourd'hui font force pour la visibilité des lesbiennes? Moi, c'est vrai que je vais être sur un registre un peu différent et je vais peut-être être jugée partie parce que je travaille chez Google. Mais moi, ce qui m'a toujours beaucoup aidé dans cette logique un peu de visibilité, ce sont les outils numériques. C'est-à-dire, on peut parler des réseaux sociaux, YouTube, Instagram. Je peux vous le dire, à 16-17 ans, j'ai assumé vis-à-vis de ma famille, etc., mon homosexualité parce que j'avais découvert Shannon et Kami, deux youtubeuses lesbiennes américaines. Et vraiment, pour moi, ça avait été une révélation. On peut parler des réseaux sociaux, mais on peut également parler des applications de dating, par exemple, qui, moi, de la même manière, m'ont beaucoup aidé à rencontrer des femmes lorsque j'étais plus jeune. Et je pense que, moi, c'est vraiment, en tout cas, ces outils numériques qui m'ont beaucoup aidé jusqu'à mes 28 ans dans la visibilité que je fais, en tout cas, de mon homosexualité. Merci Marine, merci à toutes les quatre. Malheureusement, les 60 minutes de cette heure se sont écoulées. Merci pour ces échanges, merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à poser des questions par la suite. Si nous n'avons pas pu y répondre dans le chat, nous y répondrons en différé. Je voudrais juste vous donner une date importante qui est le 26 avril, qui est la journée mondiale de la visibilité lesbienne. Ne l'oubliez pas. Mais les lesbiennes ont également une autre date qui est le 8 mars, qui est la journée mondiale des droits des femmes, dont les lesbiennes, qui, je le rappelle, sont des femmes comme les autres, comme le disait si bien Catherine. Pour Tétu Connect, nous aurons le plaisir de vous retrouver le 25 mars et nous parlerons alors de la visibilité de pouvoir être soi dans des environnements réputés machistes, voire LGBT non friendly. Merci beaucoup à toutes et à tous et au mois prochain. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir et merci François. Au revoir. Au revoir. Bye. On t'entend pas, Caroline.